Voilà, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, à notre époque, on commence par aller voir ce qu'en dit Internet sur ces questions des cerveaux, des sexes et des préjugés. Alors, si on tape les mots-clés cerveau humain futur, voilà ce qu'on observe. Vous avez des images de cerveau greffées avec des puces électroniques ou même des lecteurs de CD. Il y a également des explications très scientifiques du fonctionnement du cerveau. Vous avez aussi des interrogations philosophiques sur le cerveau et la pensée. Et vous remarquerez que toutes ces images concernent exclusivement des sujets masculins, comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, comme si elles ne faisaient pas partie de l'humanité et qu'elles n'avaient pas de futur. Alors, dans ce cas-là, on va taper sur Internet « cerveau, femme, futur ». Donc là, on a un autre style d'image. Vous avez des créatures de rêve avec des combinaisons spatiales sexy. Il y a des femmes qui ont mal à la tête. Et il y a en majorité toutes ces représentations caricaturales sur les comparaisons entre les cerveaux des hommes et des femmes, avec tous les stéréotypes sur les différences entre les sexes qu'on peut imaginer. Donc, posons-nous la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes? Alors, qu'est-ce qu'on en disait au XIXe siècle? À la grande époque de la craniométrie, les médecins étaient, au XIXe siècle, absolument passionnés par l'étude des relations entre l'intelligence, la taille du crâne et le poids du cerveau. Et pour la plupart d'entre eux, il était absolument normal et évident que les hommes aient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs et les patrons plus gros que les ouvriers. Alors, un des grands défenseurs de ces thèses est le célèbre Paul Broca, qui a mesuré une différence d'environ 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes, 1,350 kg, et celui des femmes, 1,200 kg. Et Broca déclarait: on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Voilà, ça c'est typique des idées du XIXe siècle. Alors il faut bien réaliser que cette question des relations entre taille du cerveau et intelligence est totalement vaine, sachant qu'il n'existe aucun rapport entre les deux. Et on le savait déjà au XIXe siècle, quand ces hommes célèbres ont donné leur cerveau à la science, pas de femmes célèbres, mais des hommes célèbres, et on s'est ainsi rendu compte que le cerveau d'Anatole France pesait 1 kg, alors que celui de Tourguenieff pesait 2 kg. C'est quand même assez important, 1 kg de différence. Et vous pouvez noter que Einstein avait un petit cerveau d'1,250 kg, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que le cerveau des femmes. Donc Einstein aurait pu être une femme. Donc on va dire qu'en matière d'intelligence, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des connexions, en l'occurrence entre les neurones. Alors on va passer à des considérations un peu plus scientifiques. Si on se pose la question, le cerveau a-t-il un sexe? La réponse est oui et non. Oui, évidemment, en ce qui concerne toutes les structures qui sont impliquées dans le contrôle de la physiologie de la reproduction. Il s'agit essentiellement de toutes les régions qui constituent l'hypothalamus. Et par exemple, chez les femmes, on trouvera chaque mois une activation de neurones qui vont déclencher l'ovulation. Et on ne trouvera pas cette activité cyclique dans le cerveau des hommes. Donc bien évidemment, des différences concernant le contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction. Mais en ce qui concerne ce qu'on appelle les fonctions cognitives, l'intelligence, la mémoire, l'attention, là, sur ces sujets-là, nous avons encore un certain nombre d'idées reçues que nous allons passer en revue. Alors, première idée reçue, il faut vraiment rentrer dans les détails de l'expérience. Un chercheur américain s'est intéressé à regarder les différences entre le cerveau des hommes, des femmes et des hommes homosexuels. Alors, il a fait des études sur des cerveaux conservés dans le formol, qu'il a coupés en tranches fines, et il s'est rendu compte que dans l'hypothalamus, précisément, il existe un certain nombre de tout petits noyaux, et que chez les hommes hétérosexuels, un de ces petits noyaux avait un volume de 100 microns,
alors que chez les femmes et les hommes homosexuels, le volume était de 50 microns. Bon, on va dire que la différence est extrêmement ténue. 50 microns, c'est environ une centaine de neurones, c'est quand même extrêmement peu face aux 100 milliards de neurones de notre cerveau. Mais malgré tout, le chercheur en question en a conclu que ces données montrent qu'il existe une base biologique à l'orientation sexuelle. Alors, cette conclusion n'a pas fait l'unanimité dans la communauté scientifique pour différentes raisons, et en particulier pour des raisons de méthodologie. Déjà, l'étude a été faite sur un tout petit échantillon, 16 hommes, 6 femmes et 19 hommes homosexuels, et aussi la comparaison des cerveaux avait été réalisée entre une population d'hommes homosexuels qui étaient tous décédés du sida. Or, on sait que le virus du sida pénètre dans le cerveau et il peut y produire des lésions, ce qui fait que sur le plan de la rigueur scientifique, il n'est pas extrêmement rigoureux de comparer des cerveaux de sidéens avec des cerveaux de personnes qui ne sont pas décédées du sida. Enfin, il y a aussi d'autres problèmes méthodologiques dans cet article. Alors ça, c'était en 1991. Ce qui compte, c'est aussi des aspects historiques. 2 ans après, il y a un autre article qui a prétendu avoir découvert un gène de l'homosexualité. Or, depuis, de nombreuses études en génétique ont été réalisées et aucune étude n'a permis de confirmer les observations antérieures de 1993. Et jusqu'à présent, on peut dire que dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de recherche scientifique en ce qui concerne la structure du cerveau, les hormones ou les gènes qui laissent penser que chez l'humain, l'homosexualité puisse avoir une base biologique. Alors, on continue avec un certain nombre d'idées reçues, puisque c'est le sujet du jour. Les femmes sont multitâches. Elles sont d'ailleurs surtout multitâches à la maison. Elles s'occupent des enfants, elles font le ménage, la cuisine. Bon, bien évidemment, la notion de multitâche, on est tous multitâches en permanence. Voilà, mais elles auraient quand même un aspect multitâche très, très, très développé à la maison. Et il y aurait une base biologique à cette activité. En fait, la base biologique, c'est tiré d'une étude qui a été publiée en 1982 sur des cerveaux conservés dans le formol, qu'on avait à nouveau coupé en tranches, sur 20 cerveaux d'hommes et de femmes. Et l'étude montrait que le corps calleux, c'est-à-dire ce faisceau de fibres qui relie les 2 hémisphères, dans cet échantillon était plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être une meilleure communication entre les hémisphères cérébraux et cette capacité à faire plusieurs choses à la fois. Donc là, nous étions en 1982, c'était il y a longtemps. Or, depuis, tout a changé, parce que depuis, pour étudier le cerveau humain, on n'est plus dans le formol, on est dans l'imagerie cérébrale par IRM. Cette technologie est absolument révolutionnaire pour nous parce qu'elle nous a permis de réaliser un rêve, c'est-à-dire d'étudier le cerveau normal, non seulement dans son anatomie, mais aussi dans son fonctionnement. Parce qu'auparavant, quand on voulait étudier un cerveau humain, soit c'était du formol, soit on avait des observations cliniques. Donc on peut imaginer que grâce à l'IRM, un certain nombre de conceptions qu'on avait sur le fonctionnement du cerveau ont complètement changé. Et là, en l'occurrence, quand on regarde toutes les études en IRM qui ont été faites sur l'épaisseur du corps calleux chez des hommes et des femmes, on s'aperçoit que, statistiquement parlant, il n'y a pas de différence dans la taille du corps calleux. Encore une autre idée reçue, bien tenace, l'orientation dans l'espace. Comment aborder cette question scientifiquement, en IRM? Alors là, par exemple, vous avez le cas d'une étude. C'est de l'IRM fonctionnel qui a été réalisé chez 12 sujets femmes et hommes. On les a soumis à un test d'orientation spatiale. Et ce test, en l'occurrence, c'est une sorte de jeu vidéo qui représente un labyrinthe. Et donc la personne doit trouver son chemin pour sortir du labyrinthe. Et l'expérience avait montré que pour ce faire, les hommes et les femmes n'activaient pas les mêmes régions du cerveau et que les hommes étaient plus rapides que les femmes.
Et l'auteur en a conclu, il existe une base neuronale aux différences de cognition spatiale entre les sexes. Bon, d'autres auteurs ont tenté de reproduire la chose. Voilà par exemple cette expérience où c'est le même principe, on met la personne dans la machine, on le soumet à un jeu vidéo, un labyrinthe, mais cette fois-ci le labyrinthe a changé de forme, on a pris un labyrinthe circulaire avec des bras en étoile, et dans ce cas-là on ne trouve pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc on va dire que la présence ou l'absence de différence de cognition spatiale entre les sexes dépend de la forme du labyrinthe virtuel utilisé dans les tests, ce qui permet donc de relativiser la portée de ces expériences. Et c'est d'ailleurs bien ce que montre cette autre publication qui a été faite cette fois-ci en prenant des sujets qui évoluent dans un espace réel, dans lesquels on essaie de mesurer les capacités d'apprentissage et de mémorisation de l'emplacement d'objets dans l'espace. Et on s'aperçoit dans cette expérience, on n'a pas trouvé de différence de stratégie de repérage dans l'espace entre les hommes et les femmes. Encore quelques idées reçues. Les femmes sont plus douées pour le langage que les hommes, elles sont même bavardes d'ailleurs, parce qu'elles utiliseraient leurs deux hémisphères pour parler. Alors évidemment, on va chercher d'où ça vient. Alors ça vient d'une étude qui a été publiée en 1995. C'est une étude en IRM, mais c'était les débuts de l'IRM. Vous voyez, les images ne sont pas très jolies. Et l'étude réalisée sur 20 personnes, comme très souvent les études en IRM, parce que c'est des études qui coûtent très cher, qui mobilisent un investissement en matériel très important et en personnes. Donc c'est toujours très peu de sujets qui sont testés. Et donc dans cette étude, lorsque les sujets étaient soumis à un test de langage, on voyait que les hommes activaient un hémisphère et les femmes deux. Bon, très bien. Depuis 1995, plein d'autres chercheurs se sont penchés sur la question. Et si on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les études en IRM qui portent sur la répartition des aires du langage, en l'occurrence là, entre 1995 et 2009, avec cette fois un échantillon de 2000 femmes et hommes testés, ce qui est quand même mieux que 20, on s'aperçoit que statistiquement parlant, il n'y a pas de différence entre les sexes dans la répartition des aires du langage. Donc c'est un résultat intéressant qui montre que lorsqu'un grand nombre de sujets est analysé, les différences qu'on avait éventuellement pu voir sur un petit échantillon se trouvent gommées. Bon, nous allons voir pourquoi. Voici une expérience en IRM où on a demandé à des sujets de faire un calcul mental et on a sélectionné des personnes qui ont tous et toutes aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps avec les mêmes scores. Et on peut noter que par exemple cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures, et le même type de variabilité se retrouve dans le groupe des hommes. Donc il s'avère que pour arriver à une même performance, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et la conséquence est que la variabilité dans le fonctionnement du cerveau entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité entre les sexes. Donc ça, c'est un exemple de variabilité dans le fonctionnement du cerveau, mais vous avez également une très grande variabilité, et ça les neurochirurgiens le savent bien, dans l'anatomie du cerveau. Ici, vous avez des belles images en IRM, ce sont des cerveaux vivants et pas dans le formol, qui vous montrent que le dessin des circonvolutions cérébrales et même le cheminement des vaisseaux sanguins autour des cerveaux sont extrêmement différents d'une personne à l'autre. Donc nous avons tous et toutes des cerveaux différents, indépendamment du sexe. Alors la question qui se pose maintenant, c'est d'où vient cette variabilité entre les cerveaux ? Comme vous le savez, notre cerveau est constitué de neurones, on estime qu'il y en a environ 100 milliards, et ces neurones sont connectés par des synapses qui sont au nombre de 1 million de milliards. C'est quand même plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie. Or, 90% de ces synapses se fabriquent après la naissance. Et c'est précisément sur la formation de ces synapses et de toutes ces connexions entre les neurones que l'environnement et l'apprentissage vont jouer un rôle très important. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau, finalement, à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Alors, premier exemple de plasticité, on a étudié en IRM le cerveau des pianistes,
mais je vous rassure, c'est pareil chez les violonistes. En général, les musiciens professionnels sont les chouchous des spécialistes de la plasticité parce qu'ils ont commencé l'apprentissage de leur instrument très tôt pendant l'enfance et ils continuent à le faire à l'âge adulte. Et on peut penser que cet exercice intense puisse laisser des traces dans le cerveau. Et effectivement, on s'aperçoit dans le cerveau des pianistes qu'il y a un épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et on a pu montrer également que ce phénomène d'épaississement du cortex est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et en plus, l'épaississement en question est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Alors ça, c'est un exemple de plasticité qui se déroule dans le temps depuis l'enfance, mais on a aussi de la plasticité à l'âge adulte. On a étudié par exemple le cerveau des mathématiciens et des mathématiciennes, et on s'est rendu compte que chez ces personnes, il y avait un épaississement des régions cérébrales qui contrôlent la représentation mentale des nombres et des données géométriques. Et à nouveau, le phénomène est proportionnel au nombre d'années d'expérience en mathématiques. Encore une belle expérience. On a pris des étudiants et on leur a demandé d'apprendre à jongler avec 3 balles. Au bout de 3 mois, ils sont capables de bien jongler et on s'aperçoit qu'en fait 3 mois sont suffisants pour entraîner ce phénomène d'épaississement dans les régions qui contrôlent la coordination motrice des mains et des avant-bras et la vision. Et si ils cessent de s'entraîner et s'ils perdent leur habileté à jongler, on s'aperçoit que les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc c'est un joli exemple qui montre que dans certaines circonstances, les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction n'est plus sollicitée. Et il y a aussi, les mêmes auteurs ont également fait ce genre d'expérience avec des personnes de 60 ans, et ils se sont rendus compte que chez les personnes qui à 60 ans arrivent à jongler, à apprendre à jongler, il y a aussi ce phénomène d'épaississement, qui est quand même extrêmement sympathique, parce que ça montre que la plasticité cérébrale persiste avec l'âge. Alors, cette plasticité cérébrale, on peut également la mettre en évidence dans des cas de pathologie. Là, il s'agit de cas extrêmement dramatiques d'enfants qui souffrent d'épilepsie intraitable, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, qui résistent à tous les médicaments. Et parfois, ces enfants peuvent faire une crise d'épilepsie toutes les 10 minutes. Et la seule façon de les soulager, c'est carrément d'enlever l'hémisphère cérébral dans lequel se trouve ce qu'on appelle le foyer épileptique. Il existe environ 300 cas d'enfants qui ont été opérés entre les âges de 5 et 10 ans. Ces cas ont été décrits aux États-Unis et au Canada. Et il s'avère que pour la plupart d'entre eux, ils peuvent récupérer. Ils peuvent même récupérer complètement, c'est-à-dire certains d'entre eux peuvent suivre une scolarité normale, ils peuvent se marier, avoir des enfants, et si vous les croisez dans la rue, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils n'ont qu'un seul hémisphère. Alors, autre exemple de plasticité, parce que là, ce sont nos cas américains, et maintenant, je vais vous présenter notre cas français. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants, et menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une légère faiblesse de la jambe. Alors il est allé consulter à l'hôpital de la Timone, à Marseille. On lui a fait un examen IRM, et aux surprises, on s'est rendu compte que son crâne était essentiellement rempli de liquide, et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Alors, on lui a posé des questions. Il se trouve qu'à la naissance, cette personne souffrait d'hydrocéphalie. Donc, les médecins détectent immédiatement, en fait, l'hydrocéphalie, ça veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau. Donc, les médecins le détectent. Et dans ce cas-là, ils posent un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès. Et ce qui s'est passé, c'est que le drain s'est bouché. Et au cours des années, la pression du liquide a fini par refouler le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Alors, on va dire que c'est un joli cas de plasticité cérébrale, certes.
On peut d'ailleurs imaginer que si ces photos avaient été connues du temps de l'enfance du patient, il aurait été certainement étiqueté comme futur handicapé mental, avec toutes les conséquences de stigmatisation que ça peut entraîner. Donc ça nous permet de mettre le point sur quelque chose d'extrêmement important pour nous neurobiologistes, qui est d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. Et on peut bien dire qu'à l'heure actuelle, on est totalement incapable de comprendre comment un cerveau avec une forme aussi invraisemblable peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Alors, on va revenir à ces questions d'anatomie du cerveau, en ce qui concerne justement les hommes et les femmes, avec cette expérience intéressante dont on a beaucoup parlé, une IRM du cerveau réalisée sur 20 hommes et femmes qui montrait que les femmes avaient plus de matière grise, alors que les hommes auraient plus de matière blanche. Et la conclusion par les auteurs de cet article était que les différences de répartition de la matière grise et blanche peuvent expliquer les moindres performances des femmes dans l'orientation spatiale. Bon, on va dire que c'est une conclusion hâtive, compte tenu des incertitudes que nous avons sur les relations entre la structure et la fonction. En plus, il n'y a même pas eu de test fonctionnel fait dans cette expérience. Et également, l'échantillon était simplement de 20 sujets hommes et femmes, ce qui est quand même un échantillon assez limité. Alors, on va se poser aussi des questions sur, finalement, les informations que l'on peut réellement obtenir avec l'IRM du cerveau. Est-ce que les images en IRM représentent l'anatomie réelle du cerveau ? Ici, vous avez une coupe qui a été faite dans le cerveau où on voit de façon classique le cortex cérébral, c'est la matière grise où sont concentrés les corps cellulaires, et là la matière blanche qui est constituée des fibres qui sont issues des neurones qui sont concentrés au niveau du cortex. Donc, posons-nous donc la question, comment mesurer l'épaisseur du cortex ? Alors, à l'heure actuelle, on ne prend pas de double décimètre. À l'heure actuelle, on va faire un traitement logiciel de l'image en question. Et pour faire ce traitement logiciel, il va falloir en fait utiliser des systèmes de probabilité, des systèmes statistiques sur l'analyse des pixels, qui vont faire qu'on va définir un seuil au-dessus duquel on considère que c'est du gris et en dessous duquel on considère que c'est du blanc. Donc là, vous voyez un exemple, c'est la même image qui a été traitée par deux logiciels différents avec des seuils différents. Et vous voyez manifestement que l'épaisseur du cortex est complètement différente selon le choix du logiciel qu'on a utilisé. Donc ça, c'est une notion qu'il faut garder à l'esprit, cette notion de la relativité, de la pertinence de ces images en fonction du choix de l'expérimentateur. Alors on a le même problème en ce qui concerne l'imagerie fonctionnelle. Là, c'est une étude qui a été faite où on a comparé les aires du langage entre les cerveaux d'hommes et de femmes. Alors pareil, en IRM fonctionnel, ce qui est important, c'est d'arriver à sortir le signal par rapport à un bruit de fond. Donc pour faire ça, il faut multiplier les examens, faire des moyennes, et si on fait des moyennes, ça veut dire qu'à un moment, on va être obligé de définir un seuil de signification statistique. Donc si vous voyez ici, vous avez donc les mêmes images qui ont été traitées d'une part avec ce type de logiciel où on voit que chez les hommes et les femmes, c'est la même région qui s'active dans le test de langage. Et dans cet autre cas, c'est un autre logiciel avec un autre seuil de signification statistique. Et cette fois-ci, on voit que les hommes activent 2 hémisphères et les femmes un seul. Donc selon le choix des paramètres du logiciel qu'on obtient, on a des conclusions qui peuvent être complètement opposées. Et ça nous amène sur cette question qui est très importante, qui est celle qui concerne les biais dans les publications scientifiques, c'est-à-dire que les études qui montrent des différences entre les sexes sont facilement publiables, alors que les études qui ne montrent pas ne vont pas être publiées en tant que telles.
C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans le titre pas de différence entre les cerveaux des hommes et des femmes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va regrouper les résultats et on va présenter l'objectif de la recherche autrement. Et donc, c'est ça qui explique que, en l'occurrence, si on regarde toutes les études en IRM qui ont été faites entre 1992 et 2008, sur 11 000 publications, il n'y en a que 2,6% qui montrent des différences entre les sexes. Alors, on va revenir à cette question justement de la plasticité cérébrale qui a été mise en évidence de façon absolument remarquable par les nouveaux outils de l'imagerie cérébrale, qui vous montrent donc que le cerveau se remanie en permanence à tous les âges de la vie en fonction de l'expérience vécue. Et ça, c'est très important à considérer dans l'interprétation des images en IRM. Une image en IRM, c'est simplement un cliché instantané de l'état du cerveau à un moment donné. Et si par exemple vous avez des expériences qui vous montrent qu'il y a des différences en IRM entre le cerveau des hommes et des femmes, pourquoi pas, mais cela ne veut pas dire que les différences observées sont présentes depuis la naissance dans le cerveau, ni même qu'elles vont y rester gravées. Alors cette notion de plasticité, il ne reste plus que 5 minutes, on va aller vite, est très importante justement pour comprendre l'importance de l'environnement social et culturel dans l'émergence de nos différences d'aptitudes et de comportements entre filles et garçons, hommes et femmes. Alors à la naissance, le petit bébé humain, bien évidemment, n'a pas conscience de son sexe. Il va en prendre conscience progressivement au fur et à mesure que ses capacités cognitives se développent. Et ce n'est pas avant l'âge de 2 ans et demi que le petit humain est capable de s'identifier au masculin et au féminin. Mais bien avant l'âge de 2 ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a fait une chambre rose ou une chambre bleue, on lui a donné des jouets différents, des habits différents. On sait aussi que les attitudes des adultes sont différentes selon qu'il s'agisse de bébés, filles et garçons. Et c'est tout cet environnement de l'enfant, toute cette imprégnation de l'enfant dans son environnement évidemment qui est le reflet des normes du masculin et du féminin données par la société. C'est toute cette interaction qui va forger les identités de filles et de garçons et d'hommes et de femmes. Alors, on va rapidement passer peut-être sur ces tests. On vous dit, mais il y a des tests qui montrent de façon absolument claire que les hommes et les femmes sont différents. C'est en particulier des tests des tests de langage où il faut se représenter un objet dans l'espace. Alors là, on va revenir sur ce test. Alors, l'enjeu de ce test, il faut dire si ces deux objets sont semblables ou différents. Alors, si on fait le test dans une classe, mais qu'avant de faire passer le test, le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de géométrie, les résultats montrent que les garçons sont meilleurs que les filles. Mais par contre, si le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de dessin, cette fois-ci, les filles sont meilleures que les garçons. Donc ça, des expériences comme ça, il y en a beaucoup. Elles sont très intéressantes parce qu'elles montrent l'importance du contexte quand on fait passer des tests. Et là, on est dans un bel exemple où il y a ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Les petites filles, on leur dit depuis toujours qu'elles ne sont pas faites pour les maths. Et donc, de façon, la plupart du temps, inconsciente, elles intériorisent ce stéréotype, ce qui fait qu'elles ont moins confiance en elles dans les tests de géométrie et qu'elles réussissent moins bien. Alors là, quand même, ça nous concerne, même si ça vient du président de l'université de Harvard, qui a déclaré en janvier 2005 que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Vous voyez, la notion de stéréotype est toujours bien vivace. Alors, on peut quand même confronter ce genre de déclaration à une autre réalité. Vous avez ici un exemple d'une étude qui a été faite. On a fait passer le même test de mathématiques à 300 000 adolescents de 15 ans dans 40 pays différents. Alors, vous avez ici les écarts de performance en maths entre les sexes au profit des garçons. Et ici, vous avez figuré un index d'émancipation des femmes qui a été calculé dans les différents pays
en fonction des lois sur le divorce, la contraception, l'avortement, la participation dans la vie économique et politique. Et les résultats montrent que dans des pays où l'index d'émancipation est faible, là c'est Turquie, Corée, Italie, il y a de grosses différences en maths, au profit des garçons. Par contre, dans les pays d'Europe du Nord, Norvège, Suède, Islande, il n'y en a quasiment pas, et c'est même l'inverse en Islande. Et entre les deux, vous avez USA, Portugal, France et Pologne. Vous voyez, ce résultat est intéressant parce qu'il permet de relativiser un certain nombre d'a priori en montrant que les écarts de performance en maths sont corrélés à la culture égalitaire des pays. Et si on continue avec cette question des mathématiques, qui est quand même extrêmement importante, puisque la réussite en maths va souvent orienter les choix professionnels. En 1990, il y a eu une enquête faite sur 10 millions d'élèves aux États-Unis qui montrait que dans les tests de maths, les garçons étaient meilleurs que les filles. La même enquête commanditée en 2008, cette fois-ci, montre que les filles et les garçons ont les mêmes scores. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il y a eu une disparition des écarts de performance en mathématiques. Donc on peut donc évacuer complètement l'hypothèse biologique. On ne va pas imaginer qu'en 20 ans, il y a une sorte de mutation dans le cerveau des filles qui fasse que d'un seul coup, elles deviennent capables de faire des maths. Donc c'est bien l'éducation et pas la biologie qui explique les différences de score entre les filles et les garçons. Donc j'en ai un peu de temps ou alors encore 2 minutes. Bon, alors les hormones. L'action des hormones sur le cerveau chez les animaux est absolument très, très fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer les périodes de rut et d'accouplement qui correspondent de façon précise au moment d'ovulation et de réceptivité de la femelle. Mais par contre, chez l'humain, ça change. Chez l'humain, il y a une dissociation entre sexualité et reproduction. C'est-à-dire que le taux d'hormones dans le sang ou dans le cerveau n'a strictement rien à voir avec le moment des rencontres, ni avec le choix des partenaires. On sait bien que les personnes homosexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes, n'ont absolument aucun trouble hormonaux. Et on sait aussi que les délinquants sexuels ne fabriquent pas des taux excessifs de testostérone. Mais bon, ces hormones, on nous en parle toujours beaucoup, et pour aller vite, on va quand même parler de cette dernière grande intervention sur la scène économique de la testostérone. Vous avez entendu dire que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, la crise financière mondiale aurait été évitée. Et même Christine Lagarde nous a dit que la libido et la testostérone actionnent souvent les opérateurs de salles de marché. Alors bien sûr, je suis allée voir d'où ça venait. Ça vient d'une étude qui a été publiée en 2008, c'est-à-dire en plein dans la crise. Et dans cette étude, l'objectif était de mesurer le niveau de testostérone le matin chez des traders de la City of London. Ensuite, ils allaient travailler et le soir, on regardait quels avaient été leurs gains en bourse. Et l'étude montrait une corrélation entre les deux. Et la conclusion était donc, comme dit Christine Lagarde, un taux élevé de testostérone peut augmenter la prise de risque et dévier les marchés financiers vers des choix irrationnels. Alors je vous propose une analyse critique de cette expérience. Premièrement, il n'existe pas de preuve d'une action directe de la testostérone sur le cerveau des traders, parce que la testostérone, en l'occurrence, elle a été mesurée le matin dans la salive. Dans la salive, on trouve beaucoup de débris de testostérone, et ça ne permet en aucun cas de préjuger de la réalité de la concentration de la testostérone dans le cerveau. D'autre part, la soi-disant démonstration de ce rôle majeur de la testostérone n'est qu'une corrélation, et ce n'est pas du tout une relation de cause à effet. Et en plus, cerise sur le gâteau, l'étude a été réalisée sur 17 personnes. On va dire que ce n'est pas vraiment représentatif de la population des traders à l'échelle internationale. Donc il n'y a pas de preuve scientifique de l'effet de la testostérone sur la prise de risque financier. Mais néanmoins, cette étude a eu un succès absolument phénoménal. Elle est utilisée régulièrement dans tous les milieux financiers et économiques.
Et les auteurs de cet article sont maintenant devenus très célèbres et continuent à travailler là-dessus. Alors pour terminer, on va quand même essayer de réfléchir. Pourquoi est-ce que les êtres humains échappent à l'action déterminante des hormones? La raison tient à l'évolution qui a doté l'Homo sapiens d'un cerveau unique en son genre, avec le développement absolument exceptionnel de ce que vous voyez là, c'est-à-dire le cortex cérébral, qui s'est tellement développé qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. Et maintenant, avec des méthodes informatiques, on est capable de modéliser un cortex cérébral. Vous avez ici un vrai cortex dans le formol, et là, un cortex modélisé. Et ce cortex modélisé, on va pouvoir le déplier virtuellement. Et d'après les calculs qui ont été faits, si on le déplie, sa surface est de 2 mètres carrés avec une épaisseur de 3 mm. Encore quelques chiffres. Ce cortex cérébral humain, il occupe les 2/3 du cerveau. Dedans sont concentrés les 3/4 de nos milliards de synapses. Et sa surface est 10 fois plus étendue que chez le singe. Et c'est ça qui fait dire aux spécialistes de l'évolution que c'est l'extension du cortex cérébral humain qui a permis l'émergence des fonctions cognitives supérieures, le langage, la pensée réflexive, la conscience, l'imagination, la capacité de se projeter dans l'avenir, la capacité d'aller au-delà du réel, qui vont conférer à l'être humain son libre arbitre et sa liberté de choix dans ses comportements et dans ses actions. L'être humain, dans ses comportements, justement, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient sociaux, fonctionne d'abord et avant tout par des représentations mentales qui sont le fruit de stratégies intelligentes qui ne sont pas déterminées par les hormones. Donc nous avons vu qu'au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, on a fait des progrès considérables avec l'imagerie cérébrale et aussi avec le décryptage du génome humain. Et on a démontré ces capacités extraordinaires de plasticité cérébrale et maintenant les phénomènes d'épigénétique. Mais malgré tout, l'existence et la persistance de l'idéologie d'un déterminisme biologique de la place des hommes et des femmes dans la société est hélas toujours d'actualité. Il est très important d'être très vigilant face au risque de détournement des résultats scientifiques à des fins qui ne sont pas scientifiques. Et je terminerai presque par cette jolie phrase du peintre Francis Picabia qui déclarait, il avait tout compris à la plasticité cérébrale puisqu'il disait « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction ». Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à ces quelques ouvrages sur le cerveau des hommes et des femmes, sur celui-là sur la plasticité cérébrale, et le petit dernier, les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths. Je vous remercie.